Ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de l'Heure des citoyens, votre magazine sur la démocratie et la gouvernance en Afrique de l'Ouest. Avec des acteurs de premier plan et des experts de qualité, nous abordons plusieurs questions en lien avec la démocratie, de la citoyenneté aux politiques publiques, de la gouvernance au développement, des droits de l'homme jusqu'aux questions électorales. Nous passons en revue toutes les questions liées au renforcement de la démocratie dans une Afrique de l'Ouest plongée dans une crise de la démocratie. Dans ce numéro, nous parlons de l'impact du discours de haine et ethnocentrique sur la démocratie. C'est très souvent en période électorale que le discours ethnocentrique est le plus observé et n'est pas sans conséquences sociales et politiques. Notre série de reportages nous conduira d'abord en Guinée-Bissau où nous verrons comment les réseaux sociaux sont devenus des plateformes à travers lesquelles sont diffusés des messages de haine et ethnocentriques. En Côte d'Ivoire, nous sommes à 3 mois de la présidentielle. À Abidjan, notre reporter nous dira comment le discours ethnocentrique émerge de plus en plus dans le débat politique public. Et puis à Daloa, on verra comment les organisations de la société civile sont engagées dans la lutte contre les discours ethnocentriques dans la région. Enfin, à Bouaké, épicentre de la crise post-électorale de 2010-2011, on lutte contre les fantômes de la division alors que les discours souvent ethnocentriques accentuent cette fracture sociale. Dans la seconde partie de notre programme, à la suite de notre série de reportages, nous accueillerons nos invités pour discuter plus largement du thème de cette semaine, l'impact du discours de haine et ethnocentrique sur la démocratie. Voilà ainsi présenté le sommaire de ce programme. Top, c'est parti. Nous débutons notre série de reportages par la Guinée-Bissau où les réseaux sociaux sont très utilisés par la population, surtout les jeunes. Bien accueillis car étant une plateforme où la parole publique est plus libéralisée, c'est devenu au fil des années un espace utilisé pour propager rapidement des messages incitant à la haine, à l'intolérance et à la désinformation. On fait le point avec notre reporter à Bissau, Augusto Bikoda de Capital FM, une de nos radios partenaires en Guinée-Bissau. En Guinée-Bissau, les réseaux sociaux ont été bien accueillis, offrant aux citoyens un espace d'expression. Il est aussi par ailleurs utilisé pour propager rapidement des messages incitant à la haine, à l'intolérance et à la désinformation. Diamantino Lopes, sociologue et professeur d'université. O discurso de ódio cria problemas entre grupos religiosos, entre grupos étnicos, entre classes sociales. Les discours de haine créent des conflits entre groupes religieux, groupes ethniques et classes sociales. Ce phénomène a donc pris de l'ampleur ces dernières années, notamment sur les réseaux sociaux. Surtout qu'aujourd'hui, la circulation de l'information est très rapide et que la vulnérabilité sociale persiste. Souvent, ceux qui tiennent ce type de discours jouissent d'une excellente réputation sociale, ce qui influence leurs abonnés qui se comportent alors en fonction du message qu'ils véhiculent. Dans de nombreux cas, les politiques utilisent des discours de haine pour inciter à la violence contre un groupe, afin de créer une division et d'obtenir un avantage politique. Aujourd'hui, ces discours de haine ont tendance à affaiblir la démocratie qui peine encore à être stabilisée dans le pays. Ils se caractérisent par la diffusion des messages incitant à la discrimination ou à la violence politique. Diamantino Lopes, sociologue et professeur d'université. Discurso de ódio, em todo caso, esse impacto em enfraquecimento da democracia. Quoi qu'il en soit, les discours de haine ont un impact négatif sur la démocratie et sont toujours néfastes, car ils incitent à la violence et à la division, alors que la démocratie appelle à la convergence, à l'unité et à la tolérance. Ils ont un impact négatif sur cette démocratie, car ils favorisent les divisions sociales. C'est pourquoi il constitue un problème social majeur, une préoccupation mondiale. Aujourd'hui, toutes les organisations internationales s'efforcent d'en atténuer les effets négatifs afin de les contrer par des messages positifs, notamment en faveur de la paix, de la tolérance et de l'harmonie nationale. Ainsi, aucun discours de haine ne peut renforcer la démocratie, mais il peut l'affaiblir. Pour prévenir les discours de haine en Guinée-Bissau et renforcer sa jeune démocratie, le sociologue prône une approche multidimensionnelle impliquant tous les acteurs. Il s'agit d'une responsabilité sociale et d'un devoir d'aider les citoyens, en particulier ceux qui ont le plus d'influence, les dirigeants politiques, les chefs religieux et les dirigeants sociaux eux-mêmes. Ainsi, les personnes ayant une influence sociale plus importante ont la responsabilité de contrer des discours de haine par des messages de paix et de tolérance, qu'il s'agisse de tolérance ethnique, religieuse,
culturelles, mais surtout politiques. Les discours de haine naissent souvent des divisions politiques et ces divisions s'attendent aux questions ethniques et religieuses. Il s'agit donc d'une responsabilité sociale d'aider tous les acteurs influents de la société. La presse traditionnelle ou émergente et en l'occurrence les réseaux sociaux ont également la responsabilité de contrer ce type de discours par des messages susceptibles d'influencer positivement la société. Il s'agit donc d'une responsabilité commune. La lutte contre les discours de haine en Guinée-Bissau est un défi complexe, mais essentiel pour construire une société plus démocratique. Direction maintenant la Côte d'Ivoire où la présidentielle c'est dans 3 mois. C'est très souvent lors des rendez-vous électoraux que les discours ethnocentriques se font le plus entendre. Ils prennent même souvent place dans le débat politique public. Cela n'est pas sans conséquences sociales et politiques alors que les lois du pays sanctionnent pourtant cela. On fait le point avec Franck Sylvanus de la radio Arc-en-Ciel d'Abidjan, une de nos radios partenaires. Lors des joutes électorales, les discours identitaires prennent le pas sur les débats d'idées, le ton monte, les accusations fusent et très vite, les institutions perdent leur neutralité aux yeux des citoyens. Dabo Emmanuel, politologue ivoirien. Le président Obama a dit ceci aux Africains. Nous n'avons pas besoin d'hommes forts, mais nous avons besoin d'institutions fortes. Les discours de haine et l'ethnocentrisme sont des conséquences aussi de la qualité des institutions. Et les institutions sont dirigées par des hommes. Si ces personnes sont des personnes qui sont des personnes intègres et qui travaillent par rapport aux principes même des institutions qu'ils dirigent et qu'ils appliquent rigoureusement les principes des institutions et qui n'ont pas des curriculums vitae douteux, ils peuvent s'imposer au débat de haine et de l'ethnie. Dans certains quartiers populaires, la fracture est palpable. Là où cohabitaient paisiblement plusieurs communautés, les tensions sont désormais sous-jacentes. Kofi Mathieu, je vis à Bobo, ça fait maintenant près de 25 ans que je suis dans une cour commune et on vivait dans une forme d'harmonie. Dans l'attente, moi je suis Baoulé et dans ma cour il y a des Yakuba, il y a des Djoula, il y a des Maliens, des Bété, tout cela, presque toute la sous-région. On vivait ensemble dans la cohésion, dans la fraternité et puis bon, avec les alliances par moment, avec les alliances interethniques, vraiment c'était l'amusement. Mais depuis quelque temps, on constate des discours de haine, on constate la méfiance, les temps ont changé et surtout à l'approche de ces élections d'octobre 2025, il y a la tension encore qui ne fait que monter. L'ambiance est vraiment lourde et on ne sent plus cette joie de vivre qu'on avait avant et ça me fait peur. Je suis Anonyma, Yopougon. On vivait parfaitement bien ensemble, on s'entendait, il y avait plusieurs ethnies dans la cour, c'était vraiment sympa, on s'entendait, il y avait l'entente quoi. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est un peu bizarre dans la cour, il y a plus de méfiance, on comprend plus les discours de haine qui surgissent dans la cour et on a vraiment peur. Ça fait vraiment peur. Pourtant, le code pénal sanctionne les discours de haine et l'incitation à la violence sur des bases ethniques, religieuse ou régionale. La République de Côte d'Ivoire s'est dotée d'un arsenal juridique et de structures qui sont censées planter le cadre juridique, c'est-à-dire les textes de loi et les règlements qui interdisent certains comportements, agissements ou actes qui sont commis. Ces comportements sont répertoriés comme étant des actes antisociaux, donc des infractions, et qui sont traités déjà par le code pénal ivoirien. Alors, très rapidement, en ce qui s'agit des propos de nature raciste et xénophobe et que l'on peut retrouver soit sur un site internet ou alors par des publications sur les réseaux sociaux, la loi est très claire à ce niveau-là. Vous encourez entre 10 et 20 ans de prison et une amende qui court entre 5 et 10 ans. Face à la montée des discours haineux, des organisations citoyennes tentent de sensibiliser contre. Des ONG, des leaders religieux et des jeunes se mobilisent pour défendre une démocratie inclusive et la paix. Dans la commune d'Abobo, la Jeune Chambre internationale Eden organise une caravane dédiée à la paix et contre les discours ethnocentriques. Tokpa Bleu Olivier est le président exécutif de cette structure. Cette activité s'inscrit dans la perspective des élections d'octobre 2025. Nous avons jugé bon de sensibiliser la population d'Abobo sur le bien fondé d'une élection sans violence. Parce que Abobo est potentiellement qualifié de zone à risque pour des problèmes de crise post-électorale.
Donc c'est dans cette perspective-là que nous avons initié cette caravane qui consiste à faire une marche. Disons d'ailleurs que le thème même de la caravane, c'est Marchons pour la paix. Voilà. Cette caravane va consister à faire une marche depuis la mairie, passant par Carrefour Sans-Manquer, passant par l'ancienne boulangerie d'Abobo Kennedy Clocha, jusqu'au terrain Adama Daiko. Comme cette organisation et plusieurs autres sont engagés dans la lutte contre les discours ethnocentriques au nom d'une démocratie inclusive. Dans la localité de Daloa, à l'ouest de la Côte d'Ivoire, les organisations de la société civile sont engagées dans la lutte contre les discours ethnocentriques dans la région. Plus d'explications d'Elisabeth Leba de Daloa FM, une de nos radios partenaires en Côte d'Ivoire. À Daloa, la société civile s'est engagée dans la lutte contre les discours de haine et l'ethnocentrisme, surtout dans le milieu politique. Les organisations citoyennes sensibilisent aussi la population à faire des choix basés sur les programmes de développement public et non à cause de l'affiliation ethnique. Les discours ethnocentristes ont souvent eu des conséquences en Côte d'Ivoire. Marie-Angèle Kofi. Les conséquences sont nombreuses, mais pour cela, je peux citer la fragilisation de la paix sociale, la fragilisation de l'égalité et de la confiance entre les citoyens, l'affaiblissement de la cohésion sociale. L'ethnocentrisme affaiblit la démocratie en favorisant l'exclusion, les conflits et l'injustice. Une démocratie véritable doit promouvoir le respect de culture et l'égalité des citoyens. Les acteurs, surtout politiques, qui sont très suivis par la population, sont appelés à renforcer la lutte contre l'ethnocentrisme engagée par la société civile du Daloa. Myoka Moriak. Effectivement, nous avons voulu mettre en relief le fait que les tensions, les discours politiques, lorsqu'ils ne sont pas apaisés, ils ont une répercussion sur les communautés à la base. Nous devons être sensibles à tout ce qui est dit, à tout ce qui est fait pendant la période électorale. Nous avons donc voulu amener les uns les autres à l'apaisement, les acteurs politiques à l'apaisement, mais aussi à mettre en mission tous les leaders, à leur faire comprendre qu'ils ont également une responsabilité importante et aussi les amener à s'appuyer sur les leviers par rapport donc à la résolution des conflits, s'appuyer sur ces leviers afin d'être également des acteurs de changement, mais des éléments qui peuvent désamorcer des conflits, détecter des tensions potentielles de conflits et puis voir dans la mesure du possible comment pouvoir les gérer, les résoudre ou encore les atténuer. À Daloa, les acteurs sont unanimes que l'ethnocentrisme fragilise la cohésion sociale et porte atteinte à la démocratie. Direction à présent la région de Boaké, dans le centre de la Côte d'Ivoire, épicentre de la crise post-électorale de 2011. Là-bas, la lutte contre les discours ethnocentriques reste le credo des différents acteurs et citoyens. La région lutte contre les fantômes de la division, accentués par les discours souvent ethnocentriques. Le point avec Dieudonné Agodjo de la radio Saphir de Boaké, une de nos radios partenaires en Côte d'Ivoire. Après la crise politique meurtrière dans la région de Boaké, les différents acteurs sont conscients de l'impact négatif que peut avoir les discours de haine et ethnocentriques dans la vie sociale et politique. Drénic Bagbo Michael, président du club de débat universitaire de Boaké. Leurs conséquences sur le renforcement de la démocratie, par exemple, lorsqu'il y a de la haine dans les débats, il peut créer ce qu'on appelle la division. Et s'il y a par exemple des partis qui prennent part à un débat, ces débats-là peuvent décourager un grand nombre de personnes à s'intéresser à la vie politique. Pourtant, la vie politique se veut, sinon la vie politique, oui, qui est liée bien sûr à la démocratie, se veut participative, se veut inclusive, se veut de recueillir les points de vue de part et d'autre. Le fait d'avoir des comportements ethnocentristes, c'est une manière en fait de créer des clans, de créer des formes de division entre les citoyens d'un même pays. Et au-delà de cela, ça peut même créer un manque de confiance envers les différentes institutions qui sont mises en place par les différents régimes. Parce que si dans notre manière de faire, on sent un peu que nous privilégions tel groupe ethnique au détriment de tel autre groupe ethnique, on ne paraît plus crédible. Les acteurs sociaux bien qu'engagés dans la lutte contre le discours de haine et l'ethnocentrisme restent préoccupés par cela. Faïdatou Oseni, vice-présidente du club UNESCO de la région de Boaké. Il faut savoir que pour le passé récent que la Côte d'Ivoire a connu, il faudrait vraiment faire attention à nos prises de parole, que ce soit dans la vraie vie ou bien sur les réseaux sociaux, parce que je dirais que les discours de haine sont très dangereux pour un pays, ok? Pour un pays surtout qui a plusieurs tribus, plusieurs religions. Je pense que les discours de haine pourraient être conçus comme une façon de mettre le feu aux poudres en fait. L'ethnocentrisme aussi pour moi, c'est
En Côte d'Ivoire, il y a plus de 60 ethnies. C'est une réalité démographique, c'est une réalité de nos tribus, de notre nation. Donc, baser un discours, surtout les discours politiques, sur l'ethnocentrisme, et c'est très dangereux. Très souvent, c'est beaucoup visible en Côte d'Ivoire. En fonction de la région dont on vient, ou bien déjà même à cause du nom ou bien de l'apparence, on te donne déjà un parti politique, ce qui n'est pas forcément vrai, ce qui n'est pas forcément vérifié. Donc je crois qu'il faudrait que, au lieu que nos ethnies, nos tribus soient une division, une source de division, ça devait plutôt nous servir en tout cas de collaboration, de pluralité dans la culture. Pour Soro Kumbisara, présidente d'AESEC, la population de Bouaké est consciente des enjeux. Le discours de haine est très très dangereux en fait pour la démocratie à Bouaké, parce que quand les jeunes ne se comprennent pas, quand les groupes ethniques même ne se comprennent pas, ça crée une certaine cassure. Chacun reste de son côté et puis on revient en fait à une certaine guerre. Voilà, on sait que Bouaké a connu des jours difficiles, donc c'est le moment en fait de lutter contre ça et puis de séparer surtout les discours de haine pour la démocratie. La région de Bouaké continue de lutter contre les démons de la division. Nous en venons maintenant à la seconde partie de ce programme consacré à une discussion sur notre thème, l'impact du discours de haine et ethnocentrique sur la démocratie. Nous sommes en ligne d'Abidjan avec Serge Patrick de Souza, analyste politique ivoirien. Vous êtes également en ligne avec nous d'Abidjan, Mahamadou Kouma, vous êtes le président du conseil d'administration de la Convention de la société civile ivoirienne. Quand on parle d'ethnocentrisme en politique, Patrick de Souza, quelle lecture faites-vous sur le cas précisément de la Côte d'Ivoire ? Malheureusement, en Côte d'Ivoire, c'est dommage de le dire, mais on a ce qu'on dit dans le jargon cas d'école. On a bien vu comment est-ce que à partir de 2002, la crise a évolué avec un fond d'ethnocentrisme, de régionalisme, à partir déjà d'abord des partis politiques. On a vu le RDR qui était typiquement un parti identifié être du nord de la Côte d'Ivoire, donc tout ce qui est Malinké, tout le groupe Malinké. On a vu également le PDCI jusqu'à aujourd'hui, qui est fortement dominé par le groupe Akan, Baroulé, donc au centre de la Côte d'Ivoire. Et on avait à l'époque le FPI, avec le leader de l'époque, Laurent Gbagbo, qui aujourd'hui est le président du PPACI, dont on disait que son parti était fortement dominé par le groupe BT à l'ouest, et dans le Grand Ouest, on a l'UDPCI, malheureusement qu'on dit, dont les militants sont en majorité les Yacouba et Guéré. Et c'est dans cette dynamique que la crise malheureusement a explosé. On a vu la naissance de la rébellion. Et le débat, au fond, était fortement basé sur cela. Et aujourd'hui, même encore, cette situation semble persister, surtout quand on voit les débats entre les militants des différents partis politiques sur les réseaux sociaux. On se rend compte qu'au final, on identifie l'appartenance politique ou idéologique d'un individu à partir de son patronyme, de son nom ou de ses origines par rapport aux 4 points cardinaux de la Côte d'Ivoire. Et c'est dommage car c'est un phénomène qui met en danger, en mal l'équilibre social. Sur la question de l'ethnocentrisme en politique en Côte d'Ivoire, Mahamadou Kouma, quel est le constat que vous, organisation de la société civile, faites sur le terrain ? Vous savez, la démocratie en Côte d'Ivoire, comme toute démocratie naissante sous nos tropiques, ce sont des démocraties qui sont encore jeunes, qui sont encore au stade de balbutiement. Et cela justifie, je pense, dans une large mesure, la forte présence, je dirais même l'hégémonie de la question de l'ethnocentrisme. Vous voyez que ça se pose même à la question de la démocratie. L'ethnocentrisme, c'est le fait même de mettre l'ethnie au centre, l'ethnie, la tribu, la région et même la religion. Parce que quelquefois, l'ethnie, la culture et la religion se fondent ou se confondent par endroits. Donc, nous pensons que le discours ethnocentrique est une réalité en Côte d'Ivoire. Et comme je l'ai dit, ça s'explique. Et à cela, nous pouvons identifier 2 grands facteurs. Il y a des facteurs que nous considérons comme des facteurs structurels et il y a aussi des facteurs que nous qualifierons de conjoncturels. Et donc, les 2 combinés
font de la démocratie sous nos tropiques une véritable bombe. Et justement, Mamadou Kouma, comment expliquer qu'on en arrive là? Comme je l'ai dit d'entrée, c'est une démocratie jeune, comme toutes les démocraties. En Europe aussi, ils ont connu ces moments. Ça traduit deux situations. Il y a que le discours politique ne porte pas, pour des raisons que je pourrais évoquer tout à l'heure. Il y a aussi le fait que, comme je l'ai indiqué d'entrée, que notre démocratie est jeune. La démocratie suppose, exige une certaine culture, mais vous êtes dans un pays où le taux d'analphabétisation est autour de 65 à 70%. Un pays où le taux de pauvreté aussi autour de 40%. C'est ce que nous appelons les facteurs conjoncturels. Mais à cela, combiné aux facteurs structurels tels que je qualifierais aussi de socio-historiques et même anthropologiques, il y a d'abord notre conception même du pouvoir en Afrique. On pense que le pouvoir, on a une conception hyper centrée du pouvoir. Le chef doit concentrer le pouvoir, il doit avoir tous les moyens. Et ce qui vous confère ce pouvoir, c'est d'abord votre groupe social. Plus vous appartenez à un groupe social fort, mais vous avez des chances d'arriver au pouvoir parce que la démocratie, c'est le jeu de la majorité. On joue un peu sur tous ces facteurs. Il y a, au nom des facteurs structurels, le poids de la tribu, de l'ethnie, de la région et de la religion. Cela est extrêmement important. C'est ce que j'appelle les facteurs anthropologiques. On a beau faire, même nos intellectuels sont obligés de tenir compte de cette donnée. Vous ne pouvez pas valablement avoir une carrière politique si vous n'avez pas derrière vous la tribu, l'ethnie, la région et parfois la religion. Que ce soit ici, au Sénégal, au Mali, en Guinée, au Cameroun, partout, c'est une situation triste que nous constatons. Je dis c'est regrettable, mais je suis très optimiste. Je me dis que c'est une démocratie en construction, une jeune démocratie qui est en train de chercher ses marques avec l'éducation, la sensibilisation et l'effet conjugué de plusieurs autres facteurs. Je pense que c'est des choses qui pourront se corriger dans les décennies à venir. Et malheureusement, les intellectuels qui sont en griffe, et même sans griffe, ils ne font rien pour corriger cette situation. Au contraire, quand vous présentez un programme de société des idées, ce n'est pas ce qui intéresse les gens. Il faut que nous aussi, on accède au pouvoir. Les disparités régionales, les disparités socio-économiques contribuent dans une large mesure à amplifier, à attiser cette situation. Comment est-ce que cette question de l'ethnocentrisme se manifeste concrètement en politique en Côte d'Ivoire? Bon, il faut dire que les origines datent quand même d'un peu plus loin. On a l'épisode de Tragbe Nyagbe dans les années 70, celui qui a tenu tête à Houphouët-Boigny à l'époque avec le groupe Guébié, le groupe ethnique Guébié, un groupe BT, du grand groupe BT, qui a eu une sévère répression parce qu'à l'époque, il a voulu créer un État indépendant à l'intérieur de la Côte d'Ivoire. Et donc, les origines partent de là. Il y a aussi des faits historiques qui remontent à plus loin avec les origines des différents peuples dont on dit le groupe Akan, les Baoulés seraient venus du Ghana, les Bété, les Yakuba seraient venus du Libéria. En définitive, la Côte d'Ivoire apparaît comme un pays dont les différents habitants ne sont pas originaires de la Côte d'Ivoire, mais par les flux migratoires à l'époque de la colonisation, de l'esclavage, et même avant cela, par le flux migratoire, ils se sont retrouvés sur un territoire et au final, ils n'ont pas tous ces origines-là. Après, je vais dire que c'est beaucoup un discours anthropologique, mais politiquement, malheureusement, ça se transparaît. Et lorsque on dit cette fameuse phrase qui est prêté par le président de la République en Côte d'Ivoire, Michel Alassane Ouattara, qu'on m'empêche d'être candidat parce que je porte un boubou. Mais le mot boubou, c'est symbolique. Ça veut dire que soit c'est parce qu'il appartient aux musulmans, au groupe des musulmans, ou parce qu'il appartient au groupe des Malinké, on l'empêche d'être candidat. Et malheureusement, c'est comme ça, ce genre de situation se manifeste. Et tout dernièrement, Tidjane Thiam, le président du FPI, du PDCI, qui a vraiment subi tout ce qui est critique par rapport à ses origines. Donc, la question d'origine revient à chaque fois dans les débats politiques où quand il y a un leader qui émerge,
on essaie tout de suite de chercher ses origines, de chercher d'où il vient, et à partir de là, on essaie soit de le décrédibiliser ou alors de l'attaquer politiquement sur cet aspect-là, dans le but de pouvoir, de pouvoir atténuer son leadership en fonction de certains groupes ethniques. Et justement, Patrick de Souza, comment comprendre que cela intervient très souvent dans le débat politique public, surtout en période électorale? En Côte d'Ivoire, nous sommes une jeune démocratie, à peine 65 ans d'indépendance, et aujourd'hui, on essaie tant bien que mal de pouvoir s'adapter à ce qu'est la démocratie en tant que telle. À partir de cet instant, quand les fondamentaux de la démocratie qui part de 1960 ou peut-être avant, quand ces fondamentaux ne sont pas solides, c'est bien évidemment que on ne va pas atteindre cette vitesse de croisière. Quand on prend par exemple la France est constituée de plusieurs groupes origines en fonction des régions, mais quand on voit un individu, on dit qu'il est français, dans le débat interne, on ne sent pas réellement qu'il y a une distinction entre deux Français, alors qu'en Côte d'Ivoire par exemple, c'est clair, quand on voit telle personne, entre nous on dit il est de telle région, il est de telle région, et telle personne est de telle région, donc c'est difficile de collaborer avec telle personne. Et bien qu'il y a eu ce qu'on appelle le jeu des alliances, qui est une acquisition purement culturelle et qui permettait de régler des conflits interethniques, aujourd'hui, ce jeu d'alliance n'a vraiment pas d'effet. Vous disiez tantôt, Mamadou Kouma, que dans la conquête du pouvoir, beaucoup s'appuient sur leur groupe. Ça peut être un groupe ethnique ou encore leur groupe régional, leur localité d'origine, etc., pour justement aller à la conquête du pouvoir. Alors, finalement, est-ce que vous pensez que ce discours ethnocentrique en politique est quelque part entretenu par les acteurs politiques? Il est fortement entretenu, mais de façon subtile. On a pu documenter sur la question. Il y a c'est d'abord un héritage depuis les indépendances. Vous prenez, par exemple, le premier président de la Côte d'Ivoire qui est resté au pouvoir près de 40 ans. Mais 40 ans, on a vu, c'était sa tribu, son groupe ethnique. C'est eux qui avaient pion sur rue. Donc ça a mis en avant, c'est un constat, ce que je vous dis, c'est des choses vérifiables. Donc, au point que, même quand le président a décidé que les Akans, les Baoulés ont perdu le pouvoir, ils ont encore cette nostalgie. La mort d'Oufoué, c'est un peu comme la chute du groupe. Celui qui est son successeur, il a fait le même jeu. D'ailleurs, lui, le premier président a été très subtil. Mais lui, il a sorti un instrument politique d'exclusion qu'on appelle l'ivoirité. L'ivoirité, aujourd'hui, a fait beaucoup de dégâts pour exclure des candidats sérieux ou exclure certains groupes. Ils ont utilisé cela comme instrument de combat politique. Je ne dirais pas de nom, mais tout le monde sait que l'ivoirité a été utilisée comme un instrument pour exclure certains citoyens, certains candidats. Et ça a été la source de tensions politiques et malheureusement qui a encore des effets pervers dans la politique ivoirienne. Ses successeurs ont fait la même chose. Au départ, le discours, il est idyllique, il semble objectif, il semble cohérent, mais très tôt, le leader finit par se salir lui-même, puisque la région, la communauté considère que c'est leur pouvoir. Vous voyez, tous ces facteurs structurels ont besoin d'être corrigés. Ils ne voient pas en vous le candidat qui a des ambitions, qui a une vision, qui a un programme pour le pays, mais c'est le fils de la communauté, le fils de la tribu, le fils de la communauté religieuse qui est au pouvoir. C'est pas que forcément le président lui-même pense de cette manière, mais c'est comme ça que c'est perçu. Mais en politique, tu ne peux pas ne pas tenir compte de ça. Si tu aspires à rester au pouvoir, à conquérir le pouvoir demain. Donc tous les acteurs politiques font le jeu. Malheureusement, avec l'argent du contribuable qui doit servir à éduquer civiquement les citoyens, les militants, ils prennent cet argent pour former des sofas. Au lieu de militants éclairés, on a des militants bagarreurs, des militants sofas, des jusqu'au-boutistes qui sont prêts à tout pour que le pouvoir reste dans le camp, dans la tribu, dans la communauté. Ils sont prêts à tout faire pour conquérir le pouvoir. C'est le pouvoir de qui? Le pouvoir de la communauté, le pouvoir de la tribu. C'est malheureux,
Mais les acteurs politiques sont les premiers responsables de cette situation. Nous, en tant qu'acteurs de la société politique, société civile, nous, c'est un travail d'éducation, de sensibilisation que nous faisons tous les jours pour mettre en avant les notions de citoyenneté qui s'opposent au concept de nationalisme débridé, malheureusement. Expliquer aux uns aux autres qu'est-ce que c'est que la démocratie. Ce n'est pas toujours évident que ce soit compris, mais ce sont les efforts que nous faisons tous les jours. Est-ce que notre action a un impact? Peut-être que ce n'est pas perceptible, mais je pense qu'au fur et à mesure, les chocs successifs permettront un jour au peuple de comprendre. Aujourd'hui, quand vous discutez avec les populations, il y en a qui disent « Ah, les policiers, ils nous utilisent ». Il dit « Ah, si vous avez compris ça, ce que nous voulons, c'est l'offre politique. Nous devons construire une nation, mais nous ne voulons pas de nationalisme débridé. » Aujourd'hui, quand vous regardez, c'est la logique des blocs. Et les blocs, comme l'a dit un éminent intellectuel politicien en Côte d'Ivoire, les blocs, ça bloque. Alors, comment est-ce que, justement, aujourd'hui, ce discours ethnocentrique en politique porte atteinte à la démocratie ivoirienne? Ben, lorsqu'on parle de l'ethnocentrisme, c'est déjà poser la question de la catégorisation des populations, alors que nous savons très bien que quand il y a un type de discours de catégorisation, le brassage ethnique, la collaboration ethnique deviennent problématiques qu'il faut pouvoir résoudre. Et en fait, c'est malheureusement ça le problème. Aujourd'hui, quand on identifie la crédibilité de quelqu'un à partir de son nom ou à partir de ses liens, ça pose tout naturellement problème parce qu'on n'arrive pas véritablement à collaborer en toute fraternité avec ces personnes-là. Et c'est d'ailleurs ce qui est un danger. C'est un danger pour la paix, pour la cohésion sociale. Finalement, où se situe la population sur la question? Au sein de la population, il faut dire que les avis sont partagés. Il y a malheureusement un groupe qui arrive facilement à se laisser conduire par ce type de discours, parce que effectivement, il faut le reconnaître, c'est un discours qui est aussi mobilisateur dans une certaine catégorie de la population. Mais il y a aussi un autre groupe, des personnes qui ont l'esprit plus ouvert, des personnes qui ont connu l'expérience des conséquences de ce type de discours, qui essaient de concilier, essaient de se mettre quand même à l'écart et qui essaient de s'impliquer, mais avec force dans ce type dans la campagne de sensibilisation sur les dangers de la régionalisation politique, sur les dangers de l'ethnocentrisme. En Côte d'Ivoire, il y a ce qu'on appelle le Forum des confessions religieuses, qui regroupe toutes les confessions religieuses, musulmans, chrétiens et tous ceux qui pratiquent la religion sous quelque forme en Côte d'Ivoire, qui se retrouvent dans une plateforme et essaient d'apporter quand même un regard plus ouvert sur cette question. Il y a aussi les chefs coutumiers et les chefs traditionnels qui, à travers la Chambre des rois et des chefs, essaient aussi de mener des campagnes de sensibilisation sur ces questions-là. Je pense que c'est vraiment cette catégorie-là qui essaie d'apporter, une sorte d'apaisement, de sorte à ce que les populations ne soient pas fondamentalement affectées. Sinon, malheureusement, il y a encore des groupes au sein de la population qui sont fortement influencés par ce type de discours et qui les mobilisent en quelque sorte. Alors finalement, est-ce qu'il faut craindre Patrick de Souza à la longue pour la Côte d'Ivoire qui poursuit sa marche vers sa stabilité démocratique? Faut-il craindre? Non, parce que aujourd'hui, quand on observe bien le discours politique, c'est vrai que les questions régionalisme et ethnocentriques sont plus ou moins latentes, parce que on sent dans certains groupes des réseaux sociaux, que ce soit WhatsApp, que ce soit Facebook, des critiques des personnes qui sont fondamentalement basées sur l'ethnocentrisme. Mais je vais dire aujourd'hui, ce qui menace véritablement la paix, la cohésion, surtout nous sommes dans un contexte électoral, c'est la question des précédents électoraux qui n'ont pas été résolus, où les anciens protagonistes se retrouvent encore au sein de l'arène. Je parle tout naturellement de la crise post-électorale de 2010. On a le président Laurent Gbagbo qui est revenu sur l'arène politique. Il y a le président Alassane Ouattara qui est sur l'arène politique. On a Soro Guillaume qui est aussi sur l'arène politique. On a
on a Charles Blé Goudé, on a Afin Guessin, Simone et Yves Gbagbo. Toutes ces personnes-là, quand on les nomme ainsi, ce sont des leaders qui ont fortement marqué la vie de la Côte d'Ivoire. Depuis 90 pour certains et pour d'autres, à partir de 2005 jusqu'à aujourd'hui. Et on a vu les conséquences de ces confrontations qu'ils ont eues. Et malheureusement, ces personnes-là se retrouvent encore au centre de tout le débat, du débat politique, notamment avec l'exclusion de Laurent Gbagbo de la liste électorale qu'il réclame que cette exclusion soit juste une sorte d'instrumentalisation de l'appareil politique pour écarter un citoyen qui n'a rien fait. On a également les leaders tels que Charles Blé Goudé et Soro Guillaume, qui, il faut le rappeler, était le chef de la rébellion, qui a aussi écarté de la liste électorale. Et on a le président de l'Assemblée de la République, M. Alassane Ouattara, président du RHDP, dont nous tous nous observons, est-ce qu'il sera candidat ou pas, avec la question du 4e mandat. Et voici toutes ces questions-là qui, aujourd'hui, qui menacent véritablement la cohésion sociale. C'est le débat politique entre les différents leaders qui est vraiment tendu, mais je vais dire, aujourd'hui, on ne sent pas en première ligne comme on a pu le voir par le passé en 2005 et jusqu'en 2010, le discours ethnocentrique. Comment expliquer que malgré les nombreux discours ethnocentriques observés quelquefois, on voit moins de condamnations, pourtant c'est interdit par les lois ivoiriennes? Oui, en fait, c'est là le caractère sensible de la situation ivoirienne, parce que nous sommes dans une dynamique de paix, de cohésion sociale, et donc on ne va pas accorder l'attention à tout ce que tout le monde dit. Il faut pouvoir accepter à un moment donné de passer sous silence certains égarements des populations jusqu'à un certain degré. Sinon, effectivement, la loi encadre ce type de discours, mais on a vu tout dernièrement des leaders du RHDP qui ont tenu des discours xénophobes qui n'ont pas été inquiétés, et c'est tout comme mais tout dernièrement, il y a des jeunes qui ont tenu des discours qui ont tenu l'image du chef de l'État, qui l'insultent, en griffe, et ces personnes-là sont arrêtées. Voilà. Mais sur les questions ethnocentriques, je vais dire, ces questions sont tellement sensibles que, au final, pour le besoin de paix, pour le besoin de cohésion, je pense que les autorités arrivent quand même à pouvoir passer la main sur cela et essaient de pouvoir faire progresser les choses dans le bon sens. Mamadou Kouma, vous avez proposé, vous parlez justement des pistes de solutions pour lutter contre l'ethnocentrisme en politique en Côte d'Ivoire. Alors justement, je vais vous laisser cette fois compléter, peut-être aller plus loin, des recommandations également pour lutter contre l'ethnocentrisme en politique en Côte d'Ivoire. Alors les solutions peuvent s'articuler au plan politique, au plan social, mais avant, en ma qualité d'observateur de la vie politique, sociopolitique, ce qu'il faut comprendre, au-delà de toutes les considérations subjectives, je pense qu'il y a deux logiques qui s'affrontent en Côte d'Ivoire. Il y a d'un côté ceux qui sont pour la clôture, pour le nationalisme et pour la singularité. C'est ce que j'appelle les tenants du courant centripète, que je qualifierais aussi d'axipète. On les connaît, disent que pour eux, la Côte d'Ivoire est menacée dans sa culture, le pouvoir ivoirien est menacé. Donc, il y a une sorte de repli identitaire. Et c'est ce discours qu'ils prennent. En tout cas, personnellement, je ne suis pas un partisan de ce discours. Et de côté, il y a ce que j'appelle le courant centrifuge, axifuge, qui est un courant d'ouverture, qui prône la citoyenneté, qui prône la pluralité. Et c'est de cette façon que je pense que nous pouvons donner une chance à la construction de la nation ivoirienne, parce qu'avant tout, nous sommes pluriels. Il faut que le pays assume non seulement son histoire, mais sa sociologie. Tous nos peuples, tous nos pays sont constitués de mouvements de peuplement. Il y a des gens qui arrivent avant l'autre. Je pense toujours qu'il n'existe pas de culture pure, il n'existe pas de culture homogène. Tout est hétérogène. Et il faut transformer cette hétérogénéité en force. À ce sujet, le sage Amateba disait que ce qui fait la beauté d'un tapis, c'est sa diversité de cultures. Il faut que la Côte d'Ivoire assume son histoire, sa sociologie.
certains de nos concitoyens peinent encore à le faire, mais l'avenir est à ce niveau. Qui est citoyen? La citoyenneté, c'est un lien juridique qui vous rattache à un État. On ne doit plus regarder l'origine des noms. On ne doit plus regarder l'origine des parents, lointaine ou proche soit-elle. Ce n'est pas ça qui est important dans un État de droit. Ce n'est pas ça qui est important dans une république. C'est le citoyen. S'il montre son attachement, il donne la preuve. Il faut même encourager, comme le font certains pays européens et américains, on vous encourage à vous investir totalement, exclusivement à la nation. Parce que même si mes parents viennent d'ailleurs, c'est une richesse. Quand vous regardez les présidents successifs en France, même aux États-Unis, ils sont fiers de dire « mon père, mon grand-père est de telle origine ». Donc l'origine, ça doit être une richesse. Ça ne doit pas être un frein, un blocage. Malheureusement, dans nos démocraties balbutiantes, dans nos jeunes démocraties, il y a ces difficultés. Donc, au plan politique, je pense qu'il faut qu'on s'investisse tous, acteurs politiques, secteur privé, société civile, famille, institutions nationales. Il faut que nous nous investissions à promouvoir ce que j'appelle une culture civique. Et ce travail doit se faire aussi bien au sein des familles. Il faut que chaque parent puisse dire à l'autre, si on revendique telle ethnie, telle appartenance, ça ne veut pas dire qu'il faut exclure les autres. C'est les autres et nous qui faisons la nation ivoirienne. Donc, au sein des familles, il faut que nous revoyions l'éducation, les éléments du langage. Au niveau de l'école, il faut que les curricula aillent dans ce sens. Il faut que les curricula aillent dans ce sens. C'est l'école qui permet de forger le caractère, la personnalité des enfants, des futurs gestionnaires de la société. Il faut que cette culture aussi soit valable dans les entreprises, dans toutes les institutions. Je pense qu'au plan politique, si cela est fait, ça pourra faire avancer vraiment les choses. Il faut que les lois qui sont prises dans nos assemblées nationales, partout par nos institutions, par le gouvernement, il faut qu'on sente que ce sont les lois qui sont prises dans l'intérêt du citoyen et de la communauté nationale. Alors donc, pour nous, cela est important et il faut pouvoir mettre au plan politique en avant les idées, les programmes, les projets de société au détriment des individus. Malheureusement, nous sommes encore au stade où c'est l'individu. C'est ce que moi j'appelle le mythe du héros épique. Le mythe du héros épique est révolu. Le mythe de la jouissance par procuration doit être banni. On doit apprécier les projets de société, on doit les mettre en avant. Et les institutions telles que la télévision nationale, les médias, qui ont un rôle important à jouer, un travail d'éducation à faire, il faut qu'il y ait des débats publics. Vous savez, le débat public est aussi fait partie de l'essence de la démocratie. Il faut que les citoyens, pour le former, pour le forger, il faut qu'ils prennent part au débat public. Nous pensons qu'il faut aussi promouvoir les valeurs du vivre ensemble dans la diversité. Ça, c'est extrêmement important. On doit pouvoir dire « je suis ivoirien, je suis malien, je suis sénégalais, je suis guinéen ». Et plus tard, on dira « je suis africain » dans le cadre de l'intégration. L'avenir de l'Afrique, l'avenir de nos États est dans l'intégration. Il faut réussir l'intégration au plan national pour espérer réussir l'intégration au plan régional, sous-régional et international. Comment lutter, Serge Patrick de Souza, contre l'ethnocentrisme en politique en Côte d'Ivoire? Il faut juste une sorte de rééducation démocratique et politique des populations. Pas une rééducation même, on va dire une éducation parce que, je veux dire, après, c'est le niveau de maturité politique qui va définir effectivement cet environnement-là. Si on a des citoyens qui sont vraiment formés, on a vu la disparition de certains cours dès l'école primaire. On avait à l'époque le EDIC, éducation civique et morale, qui était un cours où on enseignait déjà dès le bas âge, dès le cycle CP aux enfants sur les valeurs de la République, les valeurs de la citoyenneté, tout ça. C'est des cours qui ont disparu, mais je veux dire, c'est des choses qu'il faut pouvoir faire revenir. Et au fur et à mesure que les jeunes s'intéresseront à la politique et s'intéresseront à tout ce qui est valeurs citoyennes et démocratiques, au fur et à mesure que les leaders politiques eux-mêmes arriveront à tenir un discours purement politique basé sur des projets de société, basé sur des arguments et contre-arguments sans invective, je pense que les choses vont pouvoir progresser parce que cette question d'ethnocentrisme est
la responsabilité de tout le monde et encore plus des leaders politiques qui ont le devoir d'indiquer le chemin aux différentes populations, le chemin, je vais dire, qu'il faut emprunter en s'écartant, mais le plus loin possible de ce type de discours. Et nous arrivons donc au terme de ce programme consacré à l'impact du discours ethnocentrique sur la démocratie. Merci à tous nos invités et reporters. Je vous le rappelle encore, l'heure des citoyens, c'est votre magazine sur la démocratie et la gouvernance en Afrique de l'Ouest avec un focus sur 3 pays, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau et le Ghana. Avec des acteurs de premier plan et des experts de qualité, nous abordons plusieurs questions en lien avec la démocratie. De la citoyenneté aux politiques publiques, de la gouvernance au développement, des droits de l'homme jusqu'aux questions électorales. Nous passons en revue toutes les questions liées au renforcement de la démocratie dans une Afrique de l'Ouest plongée dans une crise de la démocratie. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'heure des citoyens. Et d'ici à là, portez-vous bien.